Il est presque 10 heures. Nous accueillons Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel de BFM TV. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À l'occasion de deuxième tome de vos mémoires qui raconte plus précisément, même si ça va bien au-delà bien sûr, les années 2009, 2010, 2011 de votre quinquennat et de votre présence à l'Élysée. Beaucoup de questions à vous poser, beaucoup d'épisodes à revoir ensemble, beaucoup d'images également à revisiter. Avant cela, le Maroc, si vous le voulez bien. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la catastrophe qui a frappé ce pays? Vous savez, comme beaucoup de Français, j'aime le Maroc. Pour une raison que j'ignore, je ne peux pas lire Camus sans me dire que j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Vous savez, les descriptions de Camus là, qui montent dans... Alors, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc, mais enfin, disons que c'est la même région. Et qui monte dans le bus et qui va vers les plages, parce que les plages à Alger sont en dehors d'Alger. J'aime ce soleil, j'aime cette lumière, j'aime cette civilisation. Et immédiatement, au Maroc, je me suis senti chez moi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est un pays que j'aime. J'aime la noblesse, l'élégance des Marocains, leur chaleur, leur accueil, quel que soit leur niveau social. J'ai bien connu, je connais bien, je crois, le roi du Maroc, Sa Majesté. Vous lui rendez hommage dans votre livre d'ailleurs. Parce que c'est un grand dirigeant. C'est un très grand dirigeant. Il faut comprendre que le Maroc a du phosphate, n'a pas de pétrole. Le Maroc, c'est un grand allié de la France. Et cette catastrophe épouvantable a touché bien au-delà de la communauté franco-marocaine. C'est si proche de nous. Ils sont si proches de nous. Et puis Marrakech, à 70 km de Marrakech, un tremblement de terre niveau 7, c'est bouleversant. Et c'est beau de voir les Français bouleversés par cela. Dans votre livre, vous écrivez « La France doit chérir cette relation privilégiée avec ce pays. Elle doit la préserver car elle ne va pas de soi. Les Marocains sont parfois sensibles jusqu'à la susceptibilité. » Et vous écrivez aussi « Le président Macron n'a pas toujours su trouver les mots ou les gestes que les Marocains attendaient. Son tropisme algérien lui procurera bien des déceptions. » Est-ce que c'est la raison pour laquelle la France n'a pas reçu officiellement de feu vert pour envoyer des équipes humanitaires? Je ne me permettrai pas de dire ça. Je ne connais pas le détail des relations aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, la France est un pays qui a eu un empire, qui a eu une histoire coloniale. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays, le Maroc est un protectorat, qui ne nous en veulent pas aujourd'hui de cette histoire commune. Le Maroc est de ceci. L'Algérie est un grand pays que j'ai visité très souvent. Il se trouve que les dirigeants algériens, depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre d'Algérie, ont besoin de désigner systématiquement un ennemi, en l'occurrence la France, qui sans doute a fait des erreurs. Je ne suis pas en train de dire que tout était parfait, mais pour faire oublier les faiblesses du développement d'un pays qui regorge de pétrole et de gaz. Donc pour moi, vraiment, la relation franco-marocaine, elle a toujours été essentielle. D'ailleurs, le président Bouteflika m'en avait amicalement voulu, parce que j'avais fait ma visite d'État comme président de la République au Maroc avant l'Algérie. Mais j'avais dit à Bouteflika, écoute, je préfère aller dans un pays où on nous accueille magnifiquement, célébrant l'amitié et la proximité de la culture franco-marocaine, plutôt que dans un pays où sur 3 jours de visite, je passe 2 jours à me faire attraper, alors que j'étais à peine né au moment où finissait la guerre d'Algérie. Alors, le livre, maintenant, si vous le voulez bien, Le temps des combats. Au fond, pourquoi écrivez-vous ce livre? Dans quel but? Est-ce que c'est pour témoigner, bien sûr, écrire l'histoire, certains diront réécrire, expliquer, et puis je le dis avec le sourire, est-ce qu'au fond, c'est pas un peu aussi pour qu'on ne vous oublie pas? Ah oui, le petit garçon qui veut pas être oublié, ben, dans le fond, je pourrais vous retourner la question. Vous savez pourquoi écrivez-vous vous-même? C'est un auteur. Vous savez, la sincérité d'un homme n'est pas dans ce qu'il dit. La sincérité d'un homme est dans ce qu'il fait. Peu importe pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait. J'écris du premier mot jusqu'au dernier moi-même. Au bic. Même pas à l'ordinateur.
Donc, j'ai voulu partager avec les Français Ouais. des événements qui m'appartiennent, pas plus qu'à eux. J'ai voulu montrer que la politique, c'était chaud. Et j'ai toujours voulu aimer des Français. J'ai toujours voulu partager. Donc c'est une façon de garder le lien avec les Français aussi, ce livre. Mais ce lien, vous savez, la politique, ça a été 40 ans de ma vie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a fallu aussi, après l'Élysée, et après évidemment aussi l'aventure de la primaire en 2016, inventer une nouvelle forme de vie publique. Parce que ce n'est plus la même existence publique pour vous. Bon, franchement, moi, j'arrive à tourner la page. Ouais. J'ai adoré être ministre de l'Intérieur. Si vous saviez comme j'ai été heureux 4 ans au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaisait tant? Parce que c'est l'action. Ouais. Et moi, je suis un homme d'action. J'aime et j'admire les policiers, les gendarmes. Et être à leur tête, c'était pour moi passionnant et un immense honneur. Ouais. J'ai été ministre des Finances, j'ai quitté. Je sais tourner les pages. Mais la page de la France et la page des Français, d'une autre façon, plus apaisée, moins opérationnelle, plus distante. Et puis il y a tellement de gens, y compris vous, qui ont parlé d'événements qu'ils ont vécu de l'extérieur et qui ont parlé sur ce que je pensais, pourquoi j'avais fait. Ben, j'ai eu envie de dire ma vérité. Bien sûr. Et vous voyez, moi je ne prétends pas à l'objectivité ni à l'exhaustivité. Juste, j'ai voulu montrer qu'on pouvait être président de la République et avoir des sentiments. Mais le temps des combats, le titre est bon parce qu'on a l'impression que vous êtes sur le ring en lisant ce livre. Que raconter ces années-là vous permet de remonter, en effet, et de repartir en quelque sorte au combat. Vous disiez à l'instant, c'était chaud. Oui, et le livre aussi. Parce que vous ne vous ménagez pas, vous ne ménagez pas non plus vos adversaires, vous ne ménagez pas non plus ceux avec qui vous avez travaillé. Et ça, c'est plus rare dans un bouquin politique. Alors vous savez, faire un livre, enfin en tout cas pour celui qui le fait, c'est important. Si c'est pour rien dire, vaut mieux pas faire de livre. C'est ça. Et à partir du moment où vous dites des choses, vous prenez le risque de ne pas être objectif, d'égratigner, de favoriser. J'ai essayé que celui pour lequel je suis le plus sévère, c'est moi. Et c'est un travail difficile que de se remettre en cause. Mais au fond, c'est des événements communs. Quand vous êtes président de la République, vous n'êtes pas un homme politique. Vous faites partie de la famille des Français, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour vous, qui vous aiment pas. Ce que je veux dire, c'est que dans un livre comme ça où on revient sur le passé, on peut aussi avoir, sans aller jusqu'à l'idée du pardon, on peut avoir l'envie de gommer certaines choses. Pas du tout. C'est pas votre style. Vous dites vraiment ce que vous avez pensé sur l'instant et aussi la réflexion que cela vous amène aujourd'hui sur certaines personnalités. J'ai voulu que vous, en le lisant, vous soyez à côté de moi dans le bureau. Et que vous compreniez comment ça se passe. Absolument. C'est pas désincarné. Moi, j'avais vu Mitterrand, dont j'ai été le ministre pendant la cohabitation. Souverain, grande dimension, un peu immobile. J'ai vu Chirac, dont j'ai été aussi le ministre. Sympathique, empathique, dynamique, parfois un peu automatique. Et je m'étais promis que si j'avais la chance ou l'honneur de devenir président, j'essaierais d'être un président incarné. Et l'écriture, pour moi, je lis tous les jours, c'est très important. Et j'ai voulu faire un livre incarné, où les gens se disent, tiens, il nous raconte vraiment ce qu'il a vécu. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est pas du mensonge. Ouais, mais ce devoir de vérité, il est intéressant, notamment lorsque vous jugez ceux que vous avez choisis. Parce qu'au fond, c'est votre responsabilité de les choisir. Et alors là, ce sont pas des portraits d'ailleurs, parce que c'est plutôt des impressions que vous livrez sur les gens qui ont travaillé avec vous. On va dire, il y a deux sortes de pics. Il y a des pics subtils, et puis il y a des pics carrément cash. Je vais vous donner deux exemples, pour ceux qui nous regardent et qui découvrent aujourd'hui ce livre. Pic un peu subtil. Sur François Fillon, à qui vous rendez hommage tout au long du livre en disant qu'il a été d'une loyauté absolue à son poste de Premier ministre. Je vous cite, « Il était toujours vêtu avec une grande élégance, un peu affectée à mon goût, mais assez originale dans le choix des couleurs et dans la forme des vestes ou des chemises. J'avais fini par remarquer qu'il y attachait un soin tout particulier. Je m'amusais de ses costumes qui le rendaient toujours très visible sur les photos. » Je vous avoue, j'ai ri. Tant mieux, c'est déjà... Cela. Mais vous vous rendez compte, c'est formidable.
Un journaliste aussi expérimenté que vous, qui en a tant vu, vous pourriez dire, tiens, encore un bouquin politique, peu importe. Et vous me dites, le matin, on commence la semaine, mais bien sûr, j'ai ri. Et François Fillon est un homme de grande qualité, qui a présenté pour moi un avantage immense. Il rassurait des gens que ma personnalité pouvait inquiéter. Mais vous savez que c'est très important, la complémentarité, et dans le couple président-premier ministre. Mais j'avais noté cela, comme j'aurais pu noter les chaussettes de baladure. Moi, j'ai jamais eu des chaussettes de cardinal. Mais les costumes ont fait scandale. C'est la raison pour laquelle je le soulignais. C'était pas... Je vous dis, c'était pas mon arrière-pensée. Je ne frappe jamais quelqu'un à terre. Et si j'ai dit ça, c'était en souvenir à un moment, j'avais invité François Fillon à venir nous voir, alors qu'on était à Brégançon avec Carla, et que toute la presse avait souligné le costume particulier qui était le sien. Il y a des phrases plus cash sur Ramayad, notamment, dont vous parlez et vous évoquez cette déloyauté. Et puis, les Français. Les Français peuvent être les adversaires les plus cruels et les plus redoutables de leur propre pays. Nous sommes ainsi capables d'être les champions de la destruction de nos meilleurs atouts et de nos forces les plus efficientes, écrivez-vous. Ce qui m'amène à un sujet qui est à la fois dans votre livre et dans l'actualité et qui concerne l'insécurité. Vous en parlez, évidemment. Il sera question dans quelques secondes du fameux discours de Grenoble. Il y a ce que certains qualifient d'ensauvagement, d'autres de décivilisation, avec cette violence parfois extrême. Ce matin encore, à Nice, nous avons l'exemple d'une femme qui a été laissée pour morte dans la rue, après avoir été frappée avec barbarie, disent les policiers qui étaient sur place. Quel serait le mot, selon vous, qui qualifierait cette violence? Inacceptable. C'est pas un sujet d'éditorial ou de bavardage. La banalisation de l'horreur, la banalisation de l'inhumanité, c'est le premier élément qui est rendu inacceptable aux oreilles des Français. Tout ne se vaut pas. On parle à longueur de plateau des violences policières, qui sont deux mots qui sont parfaitement incompatibles. Ça n'existe pas, les violences policières, pour vous? Il peut exister une bavure policière, et elle doit être sanctionnée. Il n'existe pas de violence policière pour la bonne et simple raison que la police a la force de l'ordre de la République. Donc parler communément de violence policière pour la mettre au même niveau que cette barbarie que l'on voit, ça rend les gens foudrages. Et ils ont raison. Lorsque l'on voit que ces deux individus qui ont agressé une personne à la sortie d'un supermarché ont été remis en liberté le soir même, et que le policier qui a été pris dans l'affaire de ce malheureux qui a refusé 2 fois de s'arrêter à un contrôle, le jeune toujours en prison, les gens se disent, est-ce qu'on a encore du bon sens? La violence, monsieur Saint, a toujours existé. Il ne s'agit pas de se précipiter sur le dernier fait divers. J'ai moi-même été tellement accusé de profiter ou d'utiliser des faits divers. Vous savez, une fois j'ai reçu la famille, père et mère, d'une jeune fille qui avait été violée et tuée. J'ai été tellement bouleversé par le rendez-vous que j'ai eu que j'ai pas pu avoir le moindre rendez-vous pendant l'heure qui a suivi, je le raconte. Absolument. Parce que ce n'est pas parce qu'on est président de la République, ministre de l'Intérieur, journaliste ou en charge d'une responsabilité qu'on doit banaliser cela. Et je trouve qu'on met trop dans l'actualité sur le même plan ce type d'événement inacceptable et le reste. Mais qu'est-ce qu'on fait, Nicolas Sarkozy? Parce que j'ai l'impression que ça fait 20 ans, au fond, qu'on a ce débat. Pourquoi 20 ans? Je pense à 2002. Plus. Oui, le moment où vous arrivez et où vous mettez vous-même ce sujet sur le devant de l'actualité. Je pourrais vous citer le Karcher. Et alors? Oui, ça a marché? Attends. D'abord, je ne prétends pas, moi, en 5 ans, vous savez, je vais vous faire une confidence, j'aurais bien continué encore 5 ans. Bon.
si vous regrettez que je n'ai pas pu faire plus longtemps, je ne prétends pas en 5 ans pouvoir éradiquer la violence. J'ai juste voulu faire une chose. Quand je suis arrivé ministre de l'Intérieur, c'était après une grande polémique que M. Jospin avait dit à l'époque Premier ministre à une pauvre femme qui avait peur en rentrant chez elle dans le métro, « Vous savez, madame, vous n'avez pas peur, vous avez l'impression d'avoir peur. » Le sentiment d'insécurité. Oui, c'est comme vous allez chez le dentiste vous dit « Monsieur, vous êtes sur le fauteuil avec la fraise. Monsieur, vous avez pas mal, vous avez l'impression d'avoir mal. » J'ai voulu rompre avec le déni de réalité. Et c'est la première étape de l'action. Mais qu'est-ce qui m'est tombé dessus? J'étais moi-même coupable. Un journal épouvantable avait titré « Le voyou de la République » en parlant de moi, à la suite du discours de Grenoble. Donc, la complicité dans la banalisation du monde politico-médiatique est en cause. Si nous ne nous indignons pas, au-delà de quelques minutes, de cette pauvre femme sur le trottoir, avec cet individu qui lui frappe à coups de talon sur la tête, on ne peut rien faire. Alors, l'État doit agir. Mais l'État agira d'autant mieux que le débat politico-médiatique ira dans le sens de plus de fermeté. L'autorité, c'est pas une question de nombre de policiers. J'ai vu qu'on m'avait mis en cause parce que j'avais diminué le nombre de fonctionnaires. Dieu sait que la France en a besoin. Vous pouvez doubler le nombre de policiers. C'est pas pour ça que vous réglerez le problème. Si vous mettez sur le même plan les violences de rue et, entre guillemets, ce qu'on appelle les violences policières. L'autorité, on n'en finit pas de payer le prix des stupidités balancées à longueur d'année dans les événements de 68 par Cohn-Bendit et tous ses acolytes. Il est interdit d'interdire. Oui, mais, bon. mais aujourd'hui, en 2023... commence par le discours décomplexé où l'on doit... Mais l'action... Celle menée, par exemple, en ce moment par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que vous connaissez bien. Vous lui rendez hommage, d'ailleurs, lui aussi, dans ce livre. Il est à la hauteur de la situation? Gérald Darmanin est un bon ministre de l'Intérieur. La question ne peut pas être résumée au seul ministre de l'Intérieur. J'ai été un ministre de l'Intérieur qui n'était pas toujours soutenu par le président de la République. Si, dans le même temps, vous dites « ces violences sont inacceptables », mais qu'en même temps, vous avez un discours pour déculpabiliser, expliquant que c'est la pauvreté, que c'est l'intégration qui n'a pas marché, que c'est le manque d'éducation, à ce moment-là, plus rien n'est audible. Est-ce que je me permettais de prendre un exemple? Oui. Si votre enfant, père de famille, jeune, veut traverser la route en courant, sans tenir compte des feux rouges et des passages piétons, vous l'attrapez par la manche et vous lui dites non, vous n'avez pas besoin de tout lui expliquer. C'est un acte d'autorité. Eh bien, l'acte d'autorité consiste à dire, maintenant, si vous touchez à quelqu'un qui porte uniforme, c'est inacceptable. Si vous faites preuve de violence physique, c'est inacceptable. Ça veut dire que c'est aussi une question de justice, de lois qui ne sont pas assez dures, de répression? Je ne pense pas qu'en multipliant les lois, on change quoi que ce soit. C'est une question de priorité dans la société, dans le débat, et que ça commence dans le débat politico-médiatique, où on ne doit pas avoir sur le plateau quelqu'un qui dit, comme pensent les Français, c'est inacceptable, et la communauté des autres qui pensent à leur image, et qui explique toutes les raisons qui excusent des comportements qui sont inacceptables. Et pour revenir au mot, le mot décivilisation, il vous choque ou il vous paraît tout à fait adopté? Bon, moi, c'est des mots, enfin, je pense que décivilisation, ensauvagement, le problème, c'est que cela veut expliquer quelque chose qui est inexplicable, car intolérable. Point. On n'en veut pas. Maintenant, je comprends la façon que l'on pourrait avoir de lutter contre cela, mais est-ce que vous avez une explication, vous, sur l'origine de cette violence? On ne comprend pas pourquoi il y a de plus en plus de jeunes, très jeunes, qui se livrent à cette violence extrême. Quel regard portez-vous là-dessus? Vous savez, à partir du moment où on est une société où on conteste l'autorité, où on conteste le simple fait d'appartenir à une civilisation judéo-chrétienne, ou dans un mouvement massif d'immigration depuis les années 60, avec un système d'intégration qui ne fonctionne plus. Naturellement que ce n'est pas parce qu'on est immigré qu'on est délinquant. Qui pourrait dire une bêtise pareille? En tout cas pas moi. Mais qui ne voit qu'on déracine complètement des gens
dont on ne se préoccupe absolument pas ni des conditions d'éducation, ni des conditions d'intégration, et qui se retrouvent sans aucune autorité, sans aucun cadre, avec des familles souvent monoparentales, qui ne peuvent plus maîtriser des adolescents qui sont des jeunes hommes, qui n'écoutent plus rien et qui n'ont plus aucune limite. Et le pire, monsieur Toussaint, c'est que la crise migratoire ne fait que commencer. Je dirais même qu'elle n'a pas commencé par rapport à ce qui nous attend. Alors, j'aimerais qu'on évoque maintenant ce fameux discours de Grenoble, dont vous parlez dans votre livre. C'est le 30 juillet 2010. Regardez. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. La nationalité française se mérite et il faut pouvoir s'en montrer digne quand on tire sur un agent chargé des forces de l'ordre. On n'est plus digne d'être français. La règle générale est claire. Les clandestins doivent être conduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Que dit-on à l'époque? Un discours d'extrême droite. Oui, bien sûr. Vous regrettez ce discours ou pas? Mais en rien. Je regrette simplement que M. Hollande, qui m'a succédé, ait détruit systématiquement toutes les mesures législatives, notamment les peines planchées, notamment l'organisation des charters pour renvoyer ceux qui n'avaient pas vocation à rester, parce que ce travail est un travail de long terme, et il ne peut pas être engagé avec, comme disent les anglo-saxons, le stop and le go. Mais la responsabilité de la pensée unique, de ce petit club médiatico-politique engagé complètement à gauche, qui visait à me présenter comme un voyou, comme moi-même un délinquant, alors que je ne voulais simplement qu'assurer la protection de tous les braves gens, immigrés compris, qui vivent dans les banlieues. Vous vous rendez compte? Mais la question, c'est le lien que vous faites entre l'immigration et la délinquance. Écoutez, cette histoire... Enfin, Monsieur Toussaint, qui peut ne pas faire un lien? Mais qui? Mais sur quelle base? Bon, très simplement, quand j'étais président de la République, les 2/3 des délinquants arrêtés à Paris étaient d'origine roumaine ou venaient des Roms, puisqu'à l'époque, il y avait des camps de Roms autour que nous avons fait expulser. Ce sont des réalités. Vous ne devenez pas délinquant parce que vous êtes immigré, naturellement. Je suis moi-même fils d'un immigré. Mais enfin, ouvrons les yeux. Vous allez chez le docteur. On fait un diagnostic. Vous voulez pas entendre le diagnostic. Comment on vous soigne? Et devant moi s'est levé un mur politico-médiatique. Et d'ailleurs, une partie de la droite était impressionnée. Je me souviens de Simone Veil, que j'ai aimée énormément, dont j'étais très proche, qui pour elle, juive, dans les camps de la mort, une femme remarquable, l'idée que je parle des Roms était même une idée insupportable pour elle. Mais je disais, mais Simone, on a des camps de Roms, ils n'envoient pas leurs enfants à l'école, ils ne payent pas la facture d'électricité. Leur place est en Roumanie, pas chez nous. Il n'y a pas de statistiques ethniques. Non, mais, ça n'existe pas. Non, mais déjà ça, monsieur Toussaint, déjà ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? En quoi cela manque à ma dignité si demain on dit son père est hongrois, à Sarkozy, et son grand-père maternel était grec? Si nous ne mesurons pas la composition de la société française, le racisme est quelque chose que j'ai en horreur. On dit extrême droite. Vous savez, si j'ai été battu, c'est parce que Madame Le Pen et Monsieur Hollande se sont bien trouvés de faire disparaître de la scène politique le seul véritable rempart contre le Front National à l'époque, ou le Rassemblement National aujourd'hui. Alors maintenant, quand vous voulez fermer un débat, vous dites, ah, M. Sarkozy, vous avez donc fait un lien entre immigration et insécurité. Vous êtes d'extrême droite. Mais qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Pendant des mois, j'ai entendu que le Rassemblement National faisait pas partie de l'arc républicain. Une stupidité. Et ils discutent 12 heures avec le président de la République. Heureusement qu'ils font pas partie de l'arc républicain. Qu'est-ce que ça serait s'ils en faisaient partie? Donc, cette espèce de pudibonderie, qui n'est rien d'autre, M. Toussaint,
que de la lâcheté. Vous savez, le problème de notre société, c'est le souci de l'image. Tout le monde se regarde trop dans la glace. On veut paraître généreux. Regardez quand on a ces malheureux qui traversent la Méditerranée et qui vont mourir pour être nos enfants. Donc, une partie de l'opinion est exaspérée par l'immigration clandestine et une autre, parfois la même, est bouleversée par le sort de ces gens. Alors, Mais comment voulez-vous qu'un gouvernement, avec ce débat-là, aussi explosif, aussi peu raisonnable, puisse agir dans la durée? Nicolas Sarkozy, invité de BFM TV, on se retrouve dans quelques instants. Merci de rester avec nous. 10h31 sur BFM TV. Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel ce matin pour la sortie du Temps des combats chez Fayard. C'est déjà un best-seller et c'est le 2e tome de vos mémoires de président pour couvrir les années 2009, 2010 et 2011. Beaucoup de récits de l'actualité internationale notamment. Ce qui vous vaut d'ailleurs aujourd'hui une polémique assez vive autour de la guerre en Ukraine. Question très simple. Nicolas Sarkozy, êtes-vous devenu pro-russe? Non. Je suis toujours fasciné, M. Zin, par l'impossibilité actuelle. Il n'y a jamais eu tant de chaînes de télévision, de radio, de possibilités de s'exprimer, et tant de gens qui veulent refermer le débat avant qu'il soit ouvert. Il y a 500 000 morts dans cette guerre. Cette guerre, il y a un agresseur, la Russie, Poutine, et une victime, l'Ukraine. Mais est-ce qu'on peut réfléchir comment on s'en sort? Comment on arrête 1,5 million de morts? J'ai voulu simplement dire que pour résoudre une guerre, il y a 2 façons. Soit l'anéantissement de l'autre. Je mets en garde. On ne va pas anéantir la 2e puissance nucléaire du monde. Ou alors, le monde risque de verser dans une guerre totale. Soit la discussion diplomatique. On me dit, Poutine a changé, on ne peut pas discuter avec lui. Ceux qui disent ça sont en général ceux qui n'ont jamais rencontré M. Poutine. J'ai eu peut-être 80 conversations avec lui. On ne peut pas faire ce reproche à Emmanuel Macron, qui aujourd'hui n'arrive plus à communiquer avec Vladimir Poutine. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais j'ai eu des conversations très dures avec lui. Quand M. Poutine avait eu la très mauvaise idée de rentrer en Géorgie, ses chars étaient à 25 km de Tbilissi. Je suis parti à Moscou. On a discuté 7h30. Et la guerre s'est arrêtée. Il s'est retiré de Géorgie. Et aujourd'hui, la Géorgie est un pays libre. Je ne dis pas qu'on peut refaire ce que j'ai fait. Sans doute, vous avez raison, les circonstances sont différentes. C'est surtout, le drame est différent. Vous évoquiez 500 000 morts en Ukraine, 500 000 victimes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore considérer que Vladimir Poutine est un interlocuteur? Écoutez ce que répond Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Je vais vous faire une réponse courte, je ne les ai pas compris. Vous ne les avez pas compris. Vous ne comprenez pas pourquoi Nicolas Sarkozy... Vous en avez parlé avec lui? Non. J'ai déjà été interrogée par certains de vos confrères et j'ai répondu que dans ma position de ministre, il ne m'appartient pas de commenter des propos d'un ancien chef de l'État, mais il serait bon que les propos de l'ancien chef de l'État soient conformes aux principes que défend la France, la souveraineté, l'intégrité territoriale des États, l'intangibilité des frontières, l'indépendance des États, et soient également conformes à ce qu'est la position de la France, celle qu'elle défend dans les enceintes internationales. C'est ça le pire, en fait, dans cette polémique. Non seulement on vous accuse d'être pro-russe, mais on vous dit, vous jouez contre la France. Oui, enfin, Madame Colonna n'a pas une grande expérience politique, pour tout dire. Elle a été la secrétaire générale de Jacques Chirac, qui était un grand proche de Poutine et qui était invité avec M. Berlusconi aux anniversaires de Poutine, ce que je n'ai jamais été invité moi-même. Bon, donc si Madame Colonna veut me répondre, on peut débattre. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Mais enfin, ça veut donc dire que quand la France prend une position, on doit tous s'aligner derrière, circuler et rien à voir. Alors, en cas de guerre, ça dans un côté, si vous dites quelque chose, vous êtes d'extrême droite, de l'autre, vous êtes pro-Poutine, la troisième, vous travaillez contre la France. Parce que vous êtes ancien président de la République, oui, Nicolas Sarkozy, vous n'êtes pas n'importe quel Français. Justement, mon rôle... Il se trouve que j'ai voté M. Macron parce que je ne voulais ni de M. Mélenchon, ni de Mme Le Pen. Bon. Mais enfin, on est quand même dans un pays libre, enfin, je l'espère. On a le droit de donner son opinion. Bien sûr. Et Mme Colonna peut prendre l'air martial qu'elle veut, ça ne donne pas de contenu à ce qu'elle dit. Il n'y a aucun contenu. La question, par exemple, toute simple, est-ce que faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN
est-ce que ça favorise la paix ou non? On peut en débattre quand même. Je dis que ça ne favoriserait pas la paix. Vous savez, en 2008, M. Bush me dit « laisse rentrer l'Ukraine dans l'OTAN ». Mme Merkel et moi, nous refusons. Pourquoi, M. Bruce Toussaint? Parce que quand vous agitez la muleta sous le nez du taureau, il ne faut pas s'étonner qu'il charge. Donc, mettre l'Ukraine dans l'OTAN, c'est une provocation. Aux yeux des Russes, si l'Ukraine a le statut de pays neutre, avec des garanties pour sa sécurité et pour ses frontières données par l'ONU ou par la communauté internationale, il me semble que c'est une alternative qui vaut la peine d'être évoquée. Quand Mme Colonna dit « on fait la guerre sans la faire », qu'est-ce que ça signifie? Quel est le but de guerre? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle forme de conflit. C'est une nouvelle forme de conflit qui... Voilà. Vous savez, tous les gens courageux, boulevard Saint-Germain, qui envoient mourir des jeunes Ukrainiens, mais ça fait pleurer. La question, si vous permettez, Nicolas Sarkozy, c'est absurde. Au sujet de Vladimir Poutine, est-ce que votre vision du Poutine que vous avez connu lorsque vous étiez président, ce Poutine-là est-il encore le même? Un exemple très concret. Ce matin, il rencontre Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Poutine, c'est ça. Qui sont les alliés de Poutine aujourd'hui? Monsieur Toussaint, le but de guerre, c'est de changer le gouvernement de la Russie. Ce n'est pas ce que je dis. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas crédible. On peut débattre sans être accusé d'être pro l'un ou pour l'autre. Les Américains ont une vision cohérente et toujours la même. Ils voulaient faire rentrer la Turquie en Europe parce que la Turquie, c'est leur allié. Les Américains voulaient faire rentrer l'Ukraine en Europe parce que plus il y a de pays de l'Est en Europe, plus l'Europe sera en vérité sous domination américaine. Je souhaite une Europe indépendante. Il y a un double jeu des États-Unis, selon vous? Il n'y a pas de double jeu, c'est très clair. Les États-Unis veulent l'Europe, mais une Europe qui leur est soumise. D'ailleurs, le président Macron lui-même a une très bonne intuition. Il a essayé de garder le contact avec Poutine. Et tout un tas de pays, notamment les pays d'Europe de l'Est, pour des raisons historiques que je peux comprendre, lui sont tombés dessus. Mais ce qui est important, voyez-vous, après tout, peut-être que Mme Colonna a raison sur son argumentation, ou que moi j'ai raison, mais on doit en débattre. Cette chape de plomb. Alors, ne débattez pas de l'islam, ne débattez pas de l'immigration, ne débattez pas de la guerre Ukraine-Russie. On va où comme cela? La démocratie, c'est pas simplement les élections. Ça a suscité beaucoup de réactions. Même Lionel Jospin est sorti de sa réserve. On ne peut pas accuser Lionel Jospin de récupération électorale. Il a été extrêmement choqué par vos propos. Lionel Jospin est aujourd'hui sur la ligne de celui qu'il combattait à l'époque, George Bush. L'obsession de Bush comme d'Obama était d'élargir l'Europe aux pays de l'Est et même à la Turquie. Vous savez, lorsque je me suis opposé à l'entrée de la Turquie en Europe, Jacques Chirac et François Hollande étaient pour. Je m'y suis opposé. À l'époque, c'était pas Mme Colonna, mais les mêmes. Ah, il est turcophobe. Ah, il est islamophobe. Il fallait laisser rentrer 100 millions de Turcs en Europe. Ça serait bien aujourd'hui d'avoir M. Erdogan à la table du Conseil européen. Quand vous dites quelque chose qui ne rentre pas exactement au moment voulu, dans la petite case de la pensée unique, derrière laquelle chacun se réfugie, vous êtes montré du doigt ou caricaturé. D'ailleurs, pour finir sur ce sujet, Zelensky, c'est pas votre... C'est pas votre tasse de thé, c'est ce que vous écrivez. Vous dites leçon de morale au MEDEF, au Festival de Cannes. Quand M. Zelensky dit il faut que Carrefour ou la Société Générale ferment leur filiale en Russie, je ne vois pas ce que la jeune femme vendeuse chez Carrefour a à faire avec la guerre en Ukraine. Monsieur Bruce Toussaint, quand George Bush a eu la très mauvaise idée de rentrer en Irak, sans mandat des Nations Unies, sans mandat des Nations Unies, bien sûr. Et que Jacques Chirac a eu la très bonne idée de s'y opposer. En 2003, en effet. A-t-on sanctionné les Américains qui n'y étaient pour rien? Le peuple américain, ma conviction, c'est que la Russie et l'Europe ont à travailler ensemble. Nous sommes voisins. Bien. C'est la différence entre les États-Unis et nous. Nicolas Sarkozy, depuis le début de la promotion de ce livre, vous avez pu vous exprimer aussi sur ce qu'on appelle communément les affaires.
Et il y a un terme que vous avez utilisé, vous avez parlé de harcèlement de la part de la justice, et plus particulièrement de la part du parquet national financier. Jean-François Bonner, le procureur de la République, donc qui est le patron du PNF, vous répond ce matin, c'était sur RTL. Écoutez ce qu'il dit à propos de ce mot de harcèlement. C'est un élément de langage que j'entends maintenant depuis que j'ai pris mes fonctions. Nous l'avons notamment et abondamment entendu lors du procès dit Bismuth, l'affaire des écoutes téléphoniques. On l'a également entendu lors du procès Big Malion, qui arrive en appel le mois prochain ou dans 2 mois à la cour d'appel. Je dirais qu'en matière économique et financière, dès lors que vous vous attaquez à des personnalités de cet ordre-là, on vient bien sûr vous renvoyer la balle, si je puis dire, sans métaphore particulière. Et pour être très clair, et je vais employer une expression un peu triviale, votre objectif, c'est pas de vous payer Nicolas Sarkozy? Absolument pas. Il est hors de question. Hors de question, et ça je le dis solennellement à l'attention de vos auditeurs, il est hors de question qu'une autorité judiciaire, quelle qu'elle soit, et en particulier le parquet national financier, que nous, entre guillemets, payons telle ou telle personnalité. Nous sommes là pour contribuer à rendre la justice, et notre boussole, c'est la règle de droit, c'est l'application du droit. Point à la ligne. Point à la ligne. Nous ne sommes pas là pour nous payer qui que ce soit, dit le patron du PNF. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, d'abord, j'étais étonné de voir que le procureur financier fait une campagne médiatique où il me prend un parti, pas dans cet extrait, mais dans d'autres que vous auriez pu. Il me semble que la justice a tout lieu d'être dans un prétoire et pas dans des médias. Et dans un endroit où je peux lui répondre. Vous-même, vous en parlez à la télévision. J'ai quand même le droit de me défendre, à moins qu'on n'ait pas le droit. Alors, dans ce cas-là, c'est une autre chose. Est-ce que vous me donnez quelques minutes? C'est très important. J'ai été interrogé des centaines d'heures. Perquisitionné, mis en garde à vue. Ça fait maintenant 10 ans que je suis examiné sur toutes les coutures. Je ne me suis jamais plaint. Mais aussi jugé et même parfois condamné. Non, on va voir. Vous savez, c'est à la fin qu'on verra. Je ne m'en suis jamais plaint. J'ai fait face à mes responsabilités. Je ne me suis pas dérobé. J'ai répondu à toutes les questions. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est intéressant de voir. Parce que 10 ans après, mon patrimoine, celui de mes enfants, de ma femme et même de ma mère, a été, sur les 14 dernières années, lasérisé. Vous m'entendez? Lasérisé. Que dit l'ordonnance de renvoi? Il n'y a pas d'enrichissement personnel chez Nicolas Sarkozy. Non mais c'est quand même, excusez-moi, à longueur de plateau, les gens viennent de ergoter, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est pas l'objet du dossier des écoutes, par exemple, qui vous a valu une condamnation en appel. La corruption sans enrichissement personnel, c'est déjà autre chose. Tout le monde sait que la corruption, finalement, n'est pas allée à son terme. Monsieur on va en parler. Deuxième chose. L'affaire dite libyenne, ce scandale, a commencé par un document publié par Mediapart indiquant que j'avais signé moi-même un accord avec M. Kadhafi, excusez du peu, sur 50 millions d'euros. Ce document, tout le monde le sait, est un faux. C'est tellement vrai, M. Toussaint, que dans l'ordonnance de renvoi, il n'en parle plus. C'est ce que Mediapart conteste ce que vous dites sur ce point-là. Non, il n'y a pas à contester. Il suffit de lire l'ordonnance de renvoi. La justice a donné tort à 3 reprises à Nicolas Sarkozy, selon Mediapart, qui a voulu faire croire à un faux. L'ordonnance de renvoi de l'affaire libyenne parle bien sur 6 pages de ce document, et les juges décrivent même, page 46 du document, que la précédente information judiciaire apportait un élément supplémentaire susceptible d'accréditer l'authenticité de ce document. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous le démontrer. C'est la troisième chose. Puisque je suis accusé que ma campagne ait reçu de l'argent de M. Kadhafi, ce qui est invraisemblable, savez-vous que l'ordonnance de renvoi... Non, 10 ans d'instruction. L'ordonnance est incapable de dire de combien. C'est-à-dire que, après 10 ans d'enquête, on n'a pas trouvé un centime de M. Kadhafi, ni dans mes comptes, ni dans ma campagne. Pas un centime. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ce que je comprends maintenant, c'est que vous dites, puisque il est prouvé... Non mais j'essaie d'expliquer aussi à ceux qui nous regardent. Puisqu'il est prouvé qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, ça démonte tous ces procès. Non. On n'a pas trouvé dans ma campagne un centime
de liquide. Et ça a été fait à 2 reprises, puisque dans l'affaire Bettencourt, j'ai eu un non-lieu. Le juge Gentil avait examiné la même campagne et n'avait pas trouvé. Donc, monsieur Bruce-Toussaint, dans un état de droit, quand sur les comptes de la personne accusée, on ne trouve rien, et quand dans les comptes de la campagne de la personne accusée, on ne trouve rien, on en tire la conclusion qu'il est innocent. Chez moi, on en tire la conclusion qu'il y a suspicion. Pourquoi? Et j'en terminerai par là. Parce que Kadhafi, ses fils et ses affidés disent, vous verrez, depuis 10 ans, on produira des documents qui prouveront cela. 10 ans après, pas l'ombre d'un document. Vous m'entendez? Pas l'ombre d'un document. Donc, je ne baisserai pas la tête. Je ne veux prendre à partie personne, ni le procureur général financier, ni l'institution judiciaire. Je me dis quand même, il y a parfois quelque chose d'inquiétant. Pour moi, je suis assez grand pour me défendre. Le procureur financier va à la radio pour m'attaquer? Mais qu'est-ce qu'il fait à faire? Pourquoi? Qu'ai-je dit? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Vous jouez l'opinion contre la justice. Non. Je ne... Mais après tout, excusez-moi. Pourquoi reprocher au procureur financier d'aller à la radio? Monsieur Bruce-Toussaint, quand vous dites quelque chose d'inexact, vous me permettez de vous répondre. Je ne joue pas l'opinion. C'est pas moi qui fais fuiter les documents, les convocations et qui sortent. Excusez-moi. Vous êtes gentil, mais pas naïf. Vous savez parfaitement ce qu'il en est. Vous prenez l'opinion à partie pour dire que vous êtes victime de harcèlement. Non, absolument pas. Monsieur Bruce-Toussaint, si on dit que je suis malhonnête, il faut le prouver. Si vous ne le prouvez pas, vous m'avez sur votre route. La justice a tranché au moins pour ce qui concerne une affaire. Non. Et maintenant, c'est la Cour de cassation qui va s'exprimer pour ce qui concerne l'affaire des écoutes. Attendez. Non. Laissez-moi aller. Je vous laisse depuis tout à l'heure. Non. La présidente de la Cour d'appel qui m'a condamné, un de vos confrères révèle que cette personne, dont je ne citerai pas le nom par discrétion, a pris il y a quelques années violemment, politiquement position contre moi. Violemment, nommément. Est-ce que c'est normal, monsieur Toussaint, qu'un juge qui vous juge soit un de vos adversaires politiques? Imaginez à l'inverse, monsieur Toussaint. Imaginez à l'inverse que j'ai été jugé par quelqu'un qui était proche politiquement de moi. Quel scandale! Hier, j'ai appris que le syndicat de la magistrature invitait à la fête de l'humanité la fête communiste, alors que le devoir d'un magistrat, c'est d'être impartial. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Bien. Non. J'aimerais vous poser une question, répondre parce que c'est trop facile. Moi, j'ai une question personnelle à vous poser, Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il vous arrive de penser à la pire des sanctions, celle qui pourrait vous priver de liberté? Est-ce qu'il vous arrive, vous, à penser que demain, vous pouvez tomber malade? Oui. Bon. Eh bien, je suis comme les autres. Mais, monsieur Bruce-Toussaint, je veux dire une chose. J'ai la force de celui qui est innocent et qui ne baissera pas la tête. Vous parlez de l'affaire Bismuth, qui a occupé les médias. La montagne a accouché d'une demi-souris. On voudrait me condamner parce que j'aurais eu l'intention de faire une intervention sans aucune contrepartie. Donc, on ira jusqu'au bout. S'il faut que j'aille devant la Cour européenne des droits de l'homme, j'irai. Bien. Mais il ne suffit pas de salir, monsieur Bruce-Toussaint, pas vous. Il faut prouver. On est dans un état de droit. Alors souvent, on me dit, mais c'est pas trop dur, c'est pas trop dur. Bien sûr que c'est dur. Mais vous savez ce qui est dur? C'est de rester convaincu de son innocence. C'est de continuer à se battre. Et de continuer à en croire à la justice. De continuer à croire dans l'état de droit. C'est ce que je fais. 2 dernières questions, si vous permettez. Et d'ailleurs, si vous me permettez juste un mot, c'est amusant. Parce que si j'avais fraudé le fisc, si j'avais détourné de l'argent, si vous me diriez, enfin, monsieur Sarkozy, c'est pas bien de faire ça quand on était président de la République. Non, vous me dites pas ça, vous, parce que vous le pouvez pas. Parce qu'en vérité, il n'y a rien. C'est un vide sidéral. Bien, on est au terme de cette interview. Ça sera le prochain livre, j'imagine, mais vous avez dû y réfléchir forcément depuis toutes ces années. Pourquoi avez-vous perdu en 2012 ? Vous savez, je crois que ma campagne de 2012, c'était la plus belle. Je suis parti, j'étais à 33% au deuxième tour. Je termine à 58,5%.
28 au premier tour, 58,5 au deuxième. C'est pas passé loin. Je pense, voyez-vous, qu'il y a tant de raisons qui sont dues à moi. Il y avait cette affaire libyenne, opportunément, qui est sortie exactement entre les deux tours, par l'officine Mediapart, bien connu pour ses mensonges, pas simplement pour moi d'ailleurs, sur M. Mitterrand aussi. Et puis, réfléchissez à ça. La droite avait eu 2 mandats de Jacques Chirac. J'en avais eu 1, ça faisait 3. 4, ça faisait beaucoup. Et puis peut-être que j'avais pas aussi envie en 2012 que je ne l'avais en 2007. Ça aussi, c'est une phrase qui restera peut-être. Je voudrais aussi signaler que vous êtes engagé depuis très longtemps aux côtés de l'Institut Gustave Roussy, qui est basé à Villejuif, évidemment, et qui est à la pointe dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Voici cette affiche qui apparaît à l'instant. Il est possible de faire un don, c'est très important. Le mois de septembre est un mois de mobilisation pour récolter des fonds. Le livre s'appelle « Le temps des combats ». C'est chez Fayard. C'est le récit de ces 3 années au milieu du quinquennat donc de Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Juste un mot sur la photo de Noé, parce que Noé, que vous avez vu en photo, est mort. Absolument. C'est un petit garçon qui a lutté pendant Noé, c'est un petit garçon que j'ai connu à 8 ans, qui avait un cancer, et ce cancer, 100% de mortalité. Et c'est pour ça qu'il faut donner de l'argent. C'est pour ça qu'il faut les aider. Le message est passé. Merci Nicolas Sarkozy. Merci. Suite du live dans un instant.